Yes, hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing. Aujourd'hui, on va parler de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et de l'engagement des marques. Pour en discuter, j'ai pu rencontrer Anne-Catherine Trinon, qui est CEO au sein de l'agence Altavia Act, une agence de communication basée à Bruxelles et qui s'est spécialisée dans le retail. L'épisode est hyper dense, on a pu parler de plein de sujets différents, comme par exemple de pourquoi les marques ne peuvent plus passer à côté de la RSE, des différentes étapes qu'elles peuvent suivre pour l'inclure dans leur stratégie d'entreprise, de la manière de communiquer efficacement sur ses engagements en tant que marque, mais aussi de tout ce que Altavia Act a déjà mis en place à son niveau, puisque comme vous le verrez, Anne-Catherine explique que pour pouvoir accompagner leurs clients, au sein de l'agence Altavia Act, ils voulaient déjà mettre en place certaines choses en matière de RSE, et donc c'est hyper intéressant de voir tous les engagements que cette agence a pu prendre. Je vous souhaite un très bon visionnage, et pour ceux que ça intéresse, je vous mets également toutes les coordonnées et toutes les informations liées à Altavia Act en description. Ça enregistre et je te propose qu'on commence. Parfait. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Tancred. Et bienvenue sur le podcast de Sortlist, bienvenue sur Beyond Marketing. Je suis très content de te recevoir dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant et qu'on n'a pas encore couvert dans le podcast, qui est la question de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Avant qu'on se lance dans le sujet et qu'on creuse vraiment la thématique, je te propose peut-être de te présenter et de présenter Altavia Act. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'expertise de l'agence? Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Moi, je m'appelle Anne-Catherine Trinon. Je suis CEO de l'agence Altavia Act depuis 7 ans, depuis le moment où j'ai fusionné avec Altavia. Puisque moi, j'ai créé mon agence en 1997. Il s'appelait Axstar au départ. Alors, on a des services assez variés. Donc, on est une agence spécialisée dans tout ce qui est communication retail. Donc, on travaille plutôt avec des retailers ou des grandes marques. Et on a à ce niveau-là différents départements. On va s'occuper plutôt de tout ce qui est branding et stratégie dans un premier temps, mais on a également un département créatif, un département de studio de production, puisque à la base, en fait, Axstar était plutôt dans la mise en page de documents. Et puis un département digital marketing, un département print management et du packaging pour terminer. Donc en fait, on a tous les services d'une grande agence, on va dire, mais plutôt sur tout ce qui est l'ancien below the line, entre guillemets, donc plutôt les mains dans le cambouis, sur le terrain, pour voir ce qui se passe au niveau des clients. Okay. Ce qui est hyper intéressant, c'est que comme tu le mentionnes, toi à la base, tu as lancé ton agence en 97. Oui. On est en 2021, donc tu as quand même dû voir une énorme évolution du marché et de l'expertise marketing. Et comme tu le mentionnes, aujourd'hui, vous avez plein de pôles différents. Les métiers se spécialisent énormément, j'ai l'impression. Oui, c'est clair que quand on a lancé, parce que j'avais un associé à l'époque, on a commencé très vite, on a vu l'évolution très rapide d'Internet. C'était le tout début, donc je ne vais pas sortir ma canne, mais c'était quand même une autre époque. Et on a tout de suite commencé avec un département digital, en fait, mais plutôt en faisant des plateformes. Donc on a moins investi notre temps dans des sites web, mais on a plutôt travaillé sur des plateformes pour nos clients. C'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et c'est vrai que le marché a fort évolué parce qu'aujourd'hui, on est dans du consumer journey, on est dans plein de techniques différentes pour amener les clients en point de vente, voire les amener en point de vente et sur le site internet. Donc on est dans une réflexion du et offline et online. Et ça depuis des années. Et on sent qu'il y a le marché prend à ce niveau-là, surtout en plus après la période de Covid qu'on vient de vivre et dans laquelle on est encore. Donc il y a une forte évolution du digital ces temps-ci, mais en même temps, il y a une demande de contact. On sent que les clients ont besoin quand même d'avoir un contact, et donc il y a aussi un retour en point de vente, mais avec d'autres technologies, quoi. C'est clair. Et là, depuis aussi, on parle des évolutions, je fais un rapide aparté, mais depuis l'été de 2021, au moment où on enregistre ici, on est en décembre, il y a aussi toute la question du Web3 qui apparaît, la décentralisation. Oui. Enfin, ça évolue très très rapidement, et je pense que c'est une autre évolution qui est en train d'arriver, c'est une autre évolution du web, donc c'est aussi, je pense que les métiers digitaux vont encore plus évoluer avec ces nouvelles technos qui arrivent, donc c'est hyper intéressant en tout cas d'être très dans clairement, cette dynamique. Et puis il y a l'arrivée tout doucement de l'intelligence artificielle. On sent de plus en plus, il y a des métiers auparavant qui étaient externalisés, qui commencent à être réinternalisés, notamment tout ce qui est community management. Ça a parfois plus de sens que le client s'en occupe, et donc là, les agences doivent être beaucoup plus fortes au niveau stratégique. C'est clair. Et du coup, c'est une super bonne introduction. Tu mentionnes tout ce que fait Altavia Act. Et il y a un sujet en particulier sur lequel vous avez décidé de vous positionner et d'accompagner vos clients, c'est la question de la RSE. Oui.
Rapidement, responsabilité sociétale des entreprises, Oui. Toi, comment est-ce que tu le définis? Alors moi, je le définis à plusieurs niveaux, mais je crois que la première chose sur laquelle je vais revenir, c'est pourquoi on s'est lancé là-dedans, Ouais. peut-être, avant de rentrer dans la définition elle-même de la RSE. Parce que dans la RSE, il y a en fait responsabilité sociétale des entreprises, comme tu viens de le dire. Il y a tout aussi bien la partie environnementale que la partie gouvernance, qu'on oublie souvent. Et en fait, la raison pour laquelle nous, on s'est lancé sur le sujet, c'est qu'en 2009, j'ai mis l'agence en intelligence collective. À l'époque, personne ne faisait ça. On ne parlait pas encore de bonheur au travail et d'entreprise libérée, etc. Et en fait, c'est quoi l'intelligence collective? C'est des processus de travail qui amènent tout le monde à être en autonomie et en co-responsabilité. Co-responsabilité, ça signifie quoi? Ça signifie je suis responsable de ce que je fais et ça a des conséquences pour mon collègue. Et ça amène la possibilité de casser les silos au sein de l'agence, ce qui est important parce que je viens de t'expliquer qu'on a quand même des départements différents, donc on doit pouvoir faire du transverse et c'est certainement la force de l'agence. Et la deuxième chose, c'est l'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis aussi en autonomie complète dans mon travail, donc moi je joue sur la confiance. Okay. J'ai mis un cadre, il y a un cadre, c'est le cadre dans lequel on fonctionne qui est en intelligence collective, mais derrière, il y a plein de choses que les gens peuvent faire. Partant de là, on a des demandes de nos clients pour des labels tels que EcoVadis ou d'autres, et en fait, été 2020, on a notre labellisation EcoVadis Gold, et je relis le rapport qu'on reçoit, etc. Je me dis, au niveau gouvernance, ça va, je crois qu'on est bien parti, mais par contre, au niveau durable, on peut mieux faire, quoi. Okay. Et c'est de là que c'est parti, en fait. C'est de là que je me suis dit... Pardon ? C'est tout récent, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Ouais. On avait déjà des tribus en place, on avait déjà mis pas mal de choses en place, parce que sinon on n'aurait pas eu un label Gold au niveau des EcoVadis. Mais l'idée a vraiment été de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller plus loin ? Okay. Pour vraiment être meilleur aussi sur cette partie-là et pour être dans une position où on est aussi en walk the talk, quoi. On va jusqu'au bout de notre démarche. Et les planètes se sont alignées parce qu'à ce moment-là, plusieurs structures différentes sont venues me trouver pour qu'on travaille ensemble. Sur ces questions-là. Sur ces questions-là, on a travaillé sur différents éléments. Le premier, c'est on s'est lancé en 2021. Il y a une initiative qui est sortie fin 2020, qui est une initiative d'une ASBL qui s'appelle Corporate Regeneration, qui est en fait une ASBL qui a fédéré autour d'elle des jeunes issus de tous horizons, donc des jeunes qui étaient dans la rue en fait en 2019-2020 pour manifester pour le climat et qui du coup étaient fortement intéressés par le sujet. Et qui interviennent en entreprise. Donc on leur ouvre les portes de l'entreprise, donc soit ils sont déjà au boulot, soit ils sont étudiants, soit ils sont au chômage, enfin il y a plein de possibilités. C'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est la motivation des jeunes derrière le projet. Et on a choisi avec eux de travailler sur un sujet en 2021 qui était le numérique durable. Okay. Et donc ils sont venus avec des propositions sur lesquelles on est en train d'avancer avec eux. Okay. Et on a ouvert notre comité de direction aussi à ces jeunes. Et donc ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'ils viennent sans filtre. Donc, ils nous bousculent dans ce qu'on est. Par exemple, la réflexion autour du numérique durable, c'est de dire, mais est-ce que vous êtes prêts à arrêter de faire des emailing, quoi ? Ouais. Et là, on leur dit, oui, après, nous, on doit quand même gagner notre vie, on doit quand même s'occuper de nos clients. Et donc, c'est toujours la limite qu'il faut trouver entre ce qui est acceptable, ce que je dois faire comme petit pas, et la réalité du terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, pareil, 2020, je me dis, crise, comment on doit sortir fort de cette crise, comment est-ce qu'on va sortir fort de cette crise, c'est peut-être en amenant autre chose. Et amener autre chose, c'est de dire à mes collaborateurs, on va travailler sur ce sujet, parce qu'il est important aujourd'hui et il est plus que urgent qu'on s'en occupe. Et donc, on est 4 à s'être formés en économie circulaire aussi, à s'être dit, tiens, on va prendre ce sujet-là. On a un consultant également qui nous accompagne tous les mois sur les sujets qu'on veut développer au niveau de tout ce qui est durabilité. Et on est certifié économie circulaire depuis le mois de juin. Donc, c'est vraiment toute une série d'éléments qu'on a mis en place et du coup, ça intéressait à un nouveau sujet. Okay. Et donc, je reviens à ta question de base, qui est, c'est quoi la définition de la RSE pour moi ? En fait, il y a différents stades d'évolution au niveau de la RSE.
La RSE, c'est qu'est-ce que je mets en place. Et donc, la première étape, et donc si on définit qu'il y a différents stades, le premier stade, c'est vraiment l'attention de surface. Donc, je suis retailer, je me dis, tiens, je vais annoncer que j'éteins les lumières à partir de 10h du soir dans mon magasin. Okay. Ou je vais faire travailler mes employés sur une réflexion mobilité verte, par exemple. Ouais. Mais là, on est sur des premiers éléments de base. Enfin, chez toi aussi, tu éteins la lumière à 10h du soir. Donc, tu dis, bon, ok, les gars, c'est super, mais tout le monde fait ça, quoi. Donc, c'est bien. Hein, ou alors, on va mettre des moutons paître autour du bâtiment et on va dire, bah oui, c'est bien pour l'environnement. Ouais. C'est chouette parce que c'est un premier pas. Et donc, moi, je pense qu'au niveau de la RSE, il ne faut pas non plus critiquer. Chacun fait avec ses moyens et l'important, c'est que tout le monde se mette en route. Et c'est un chemin. Tout le monde est en chemin d'une manière ou d'une autre. Et c'est la première chose qu'il faut voir par rapport à ça. Le deuxième stade, là, on va passer plus sur une action consciente. Donc, ça va être, comment est-ce que je peux modifier éventuellement mon business model ? Qu'est-ce que je peux... est-ce que je peux peut-être modifier certaines choses pour proposer des produits éco-conçus ? Donc là, on va retrouver, par exemple, il y a... je ne sais pas si tu connais, mais je ne me souviens pas de la marque du casque, mais il y a un casque aujourd'hui sur le marché, un casque audio, qui est entièrement démontable. Okay. Et en fait, tu peux le louer. Donc tu loues le casque, donc tu le reçois chez toi évidemment, et en fait, quand il y a une update, tu peux renvoyer juste la pièce qui doit être updatée. Oui, ok. Tu ne dois pas changer le casque si jamais il se met à déconner. Voilà. Un peu le principe du Fairphone, sauf que le Fairphone, on l'achète et on ne loue pas, même si c'est possible dans certains endroits. Et puis alors, il y a ce niveau-là qui amène aussi sur des réflexions d'entreprise à mission, vers où je dois aller, etc. Et donc là, on s'inscrit un peu plus loin. Et alors, il y a le troisième stade où là, on est sur effectivement cette entreprise à mission, entreprise beaucoup plus engagée, où on va retrouver tout ce qui est impact activiste aussi, à la Patagonia, mais pas que, parce que là, on est dans le niveau extrême. C'est un peu l'exemple qu'on l'exemple que tout le monde va citer, mais entre les deux, il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai découvert plein de sociétés, pas uniquement en Belgique, en cherchant un peu, qui viennent avec des propositions même de communication qui sont osées, où on remet en question le Black Friday d'une autre manière que Patagonia. Mais aussi, on va réfléchir à quel est le chemin qu'on veut entreprendre. Et par exemple, Bicorp, s'inscrire dans une démarche Bicorp, c'est aussi s'inscrire dans une action à long terme en se disant, j'ai envie d'aller vers ça. C'est un long processus, mais ça peut faire aussi partie d'une réflexion en entreprise à mission. Et c'est d'ailleurs un des éléments qu'on est en train de regarder de très près, puisque ça fait depuis un an qu'on est en discussion avec Bilab pour essayer de se faire certifier à ce niveau-là. Ok. C'est hyper intéressant, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs stades. En fait, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs niveaux dans lesquels tu peux être engagé. Il y a les petites actions que tu peux mettre en place, il y a remettre en question ton propre business model, quelles sont les actions que tu peux mettre en place en tant que marque. Et c'est intéressant de voir que chaque entreprise peut un petit peu s'engager à son niveau. Et j'ai aussi l'impression que tu commences avec des petites actions et puis tu te dis, ok, est-ce qu'on peut pas faire un petit peu plus, mais un petit peu plus, jusqu'à finalement arriver à ce stade, d'être labellisé Bicorp, limite arriver à un stade d'entreprise à mission. Exactement. Alors, je ne sais pas en Belgique, mais je sais qu'en France, il y a même un statut qui est clairement défini en tant qu'entreprise à mission. C'est pas le cas en Belgique. C'est tout récent. Oui. Mais donc, c'est intéressant de voir l'évolution, de voir des marques qui se posent la question et de voir j'ai oublié le nom de ce que je veux exprimer, mais tu peux t'engager à différents niveaux en fonction de ce que tu es prêt à faire. C'est un chemin, en fait. Et donc, à tout niveau, c'est un chemin. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut qu'encourager ce chemin, quel qu'il soit. Je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, nous, en interne, ce qui était important, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans toute une série de choses à notre niveau, c'est que moi, je pars du principe que pour accompagner des clients, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait. Et surtout, il faut, à la limite, être un peu exemplaire à notre niveau aussi. Et donc, on a également formé toute une partie de nos équipes. On a eu une demi-journée de formation sur la fresque numérique pour qu'ils comprennent, parce qu'on discute beaucoup du papier, parce que nous, on a un département print. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu haro sur le papier, les bois, etc., les forêts. C'est bien, mais le numérique consomme également encore même plus de CO2. Et en fait, on le dit peu. Et une fois qu'on fait l'analyse complète avec une fraise du numérique, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et du coup, on a proposé des plans d'action même en interne en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça peut être par exemple des petits pas, ces politiques des petits pas, à chaque fois, c'est se dire, tiens, quand on doit racheter du matériel, on peut racheter du matériel reconditionné.
On peut peut-être réparer certains de nos ordinateurs, changer des cartes mères. Enfin, il y a moyen aussi de faire évoluer des choses sans devoir obligatoirement tout racheter. Ça peut être une réflexion aussi au niveau des véhicules, en se disant leasing de 4 ans ou de 5 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas le prolonger parce que ça a plus de sens. Il faut savoir qu'une voiture, ce qui coûte cher, c'est sa production. Et donc, autant l'utiliser jusqu'au bout, quoi. Même si il y a des normes spécifiques à Bruxelles et qu'on ne peut pas arriver avec des vieux diesel, ça tout le monde en est conscient, mais il y a des choses à faire par rapport à ça. Et je pense que le plus important, c'est de se mettre en chemin. Et la dernière initiative dans laquelle moi je suis rentrée l'année dernière, ça s'appelle la SMALA, qui est sortie cette année. Donc c'est une ASBL, une coopérative en fait, qui vise à réunir une centaine d'entrepreneurs en coopérative qui ont tous la volonté d'avancer vers l'impact, mais quel que soit leur niveau. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut rentrer dans cette coopérative en se disant, je suis tout petit, j'ai pas énormément de moyens. On doit évidemment répondre aux 4 P, people, planète, profit, mais aussi partnership. Ce qui est important, c'est comment je vais collaborer, comment est-ce qu'on va collaborer ensemble. Et je pense que ça, c'est l'avenir aussi. Je pense que c'est en collaborant qu'on va pouvoir résoudre pas mal de problématiques aussi au niveau environnemental. Et la dernière initiative qu'on est en train de lancer, c'est une réflexion sur une filière verte au niveau de tout ce qui est print, de tout ce qui est imprimé. Comment est-ce qu'on peut les recycler, mais surtout comment est-ce qu'on pourrait produire différemment, en tenant compte de toute la chaîne, parce que c'est souvent ça qu'on oublie, on va le voir dans notre prisme en tant qu'agence de com, mais c'est important d'y ajouter les imprimeurs évidemment, mais aussi tout ce qui est logistique, parce que c'est là où aussi on peut faire la différence. Tout le transport, etc., j'imagine. Et les clients. Oui, aussi. Et donc impliquer tout le monde. C'est hyper intéressant de voir que l'agence s'engage elle-même et qu'elle est elle-même irréprochable pour pouvoir ensuite aider les clients. Elle tend à être irréprochable. Alors c'est quoi être irréprochable? C'est ça, tu peux toujours tout améliorer de toute façon. Au moins connaître le domaine pour pouvoir accompagner et donc être en réflexion, pouvoir accompagner tout aussi bien un responsable RSE qu'un responsable marketing. Et aujourd'hui d'ailleurs, la frontière est très ténue, puisque on voit de plus en plus que c'est souvent des directeurs marketing aujourd'hui qui prennent la parole. Et donc on sent que le rôle devient mixte en fait. Donc dans des grandes structures telles qu'on les a en Belgique, telles qu'un Proximus ou d'autres, bien sûr, les départements sont séparés, mais il y a un lien entre les deux parce que le directeur marketing, il doit pouvoir faire une communication et s'assurer que sa communication tiendra la route et qu'on n'est pas en train de faire du greenwashing, quoi. C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que justement, j'allais te poser la question, au final, quand une entreprise vient vers vous, quel est l'interlocuteur principal en fait? Qui va se prendre ce sujet dans les mains? Qui va se dire, ok, moi le sujet de la RSE, c'est quelque chose que je prends en charge pour l'entreprise dans laquelle je travaille? Est-ce qu'il y a un profil en particulier qui revient? Tu as mentionné le directeur marketing. Oui, c'est un peu un mélange des deux. Donc, tu auras soit le directeur marketing, soit tu auras le CEO. Dans des plus petites structures, c'est le CEO qui a aujourd'hui ça aussi dans son agenda, pour d'autres raisons sur lesquelles on pourra revenir. Soit le responsable RSE, mais qui va plus venir sur une partie communication interne ou communication externe, mais liée en fait au directeur marketing. Et si je reprends le cas des CEO, aujourd'hui, c'est clair que si on analyse un peu ce qui se passe au niveau RSE, on a une poussée du marché au niveau des parties prenantes. Aujourd'hui, plus personne ne peut passer à côté de la RSE. C'est un élément dont il faut tenir compte de toute façon à tout niveau, et ça ne va faire que prendre de l'ampleur, puisque on a maintenant en fait un cadre légal qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Notamment, les banques aujourd'hui sont de plus en plus priées de tenir compte d'indicateurs RSE dans l'octroi de prêts. Ça va commencer à venir, et notamment on est aussi sur une réflexion, parce que j'ai assisté à une conférence il y a une semaine de la Banque nationale, et de la FSMA surtout, qui met en place en fait toute une série d'indicateurs pour s'assurer que quand les banques sortent des prêts durables, des prêts verts, derrière on a effectivement des entreprises finançables qui sont effectivement durables. Et donc là, mettre des indicateurs, parce qu'aujourd'hui, c'est parfois un peu tout le fourre-tout, et donc il faut s'assurer qu'à ce niveau-là, ça tient la route. C'est pas hyper encadré, il n'y a pas des critères
que tu dois remplir qui sont clairement définis, quoi, Oui, ça commence à venir. Ouais, et donc, le marché part vers ça aussi. Et donc, je pense qu'on ne pourra plus passer à côté. Et donc, quelle que soit la structure de la société, et là, de nouveau, politique des petits pas, je suis une petite start-up ou un petit entrepreneur, je n'ai pas les mêmes moyens qu'une entreprise du Bel 20. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre en place à mon niveau et qu'est-ce que ça va me coûter, quel est le chemin que je peux parcourir, quoi. Il y a non seulement tout le cadre légal qui est en train d'évoluer, mais il y a aussi le changement de génération qui est en train de se produire. Exactement. Les générations Z qui prennent ça beaucoup plus en considération. Je lisais une étude que Deloitte a fait. Deloitte, tous les ans, font une étude sur cette génération-là. Et au fur et à mesure que les années passent, les engagements que prennent les marques sont de plus en plus importants pour ces deux générations, aussi bien dans leurs décisions d'achat, mais aussi dans leurs décisions de travail. Ils préfèrent largement aller travailler dans des entreprises qui prennent ça en considération. Oui. Donc, en final, tu mentionnes que voilà, la RSE, on ne peut plus passer à côté. Non seulement parce que tu perds potentiellement des clients et donc tu perds forcément la durabilité de ta propre entreprise, mais tu vas aussi avoir plus de mal à recruter des talents et donc à rester actif, quoi. Oui, donc, tout à fait. Et bon, alors après, un petit clin d'œil par rapport à cette génération ZY. Nous, on en a quelques-uns à la maison. C'est une génération qui va dire je prends pas l'avion, mais qui oublie d'éteindre ses lumières, quoi. Donc il y a encore un peu un travail à faire par rapport à ça, ça me fait parfois rire. Mais en même temps, c'est une génération beaucoup plus engagée qui va être attentive à ces éléments-là, qui va être attentive au fait de pouvoir avoir une vie privée et une vraie vie privée, donc un partage privé professionnel, qui va prendre des congés de paternité, qui va prendre des crédits temps, et donc qui pousse en fait le monde de l'entreprise aussi à se réinventer et à changer son mode de fonctionnement. Et ça fait partie de la gouvernance qui fait également partie de la RSE. Quoi. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un nombre grandissant d'entreprises qui viennent vers Altavia pour travailler sur ces questions-là? Comment ça se passe? Et quels sont les types d'entreprises qui viennent vers vous? On est encore au balbutiement à ce niveau-là. Donc nous, on va sortir du bois là pour pouvoir réellement travailler dans ce domaine. Il fallait d'abord qu'on se forme aussi. Donc ce qu'on propose de plus en plus, c'est des workshops en économie circulaire sur des problématiques spécifiques. Qui là, c'est plus la réflexion. Tiens, j'ai telle problématique. Comment est-ce que je peux travailler différemment? Donc pour revenir ce qu'est l'économie circulaire. Donc l'économie linéaire, c'est j'extrais, je produis, je consomme, je jette. Économie circulaire, c'est j'éco-conçois, donc je réfléchis d'abord à ce que je vais faire, j'extrais, je produis, et puis je réutilise. Ouais. Et l'objectif, alors derrière, dans l'économie circulaire, on met aussi tout ce qui est produits recyclables, etc. Mais recyclable, c'est pas tout, ça fait partie de l'économie circulaire, mais c'est pas tout à fait de l'économie circulaire, puisque en soi, on va y réutiliser une partie du produit, mais pas tout, et donc on va avoir une partie de déchets, etc. Donc c'est pas la même chose que vraiment avoir une réflexion au niveau plus produits vertueux. Et là, on peut citer des sociétés comme Seb, par exemple, qui sont très avancées dans le domaine et qui aujourd'hui produisent de tout ce qui est électroménager qui est entièrement démontable. On peut remplacer, ils ont en fait un département de pièces de pièces de réparation qui est assez important, et donc Ikea part aussi dans cette voie-là, etc. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse se dire on peut réparer avant de jeter ou avant de recycler, quoi. Ouais. D'autant que vous êtes spécialisé, comme on en parlait tout à l'heure, dans les marques retail. Oui. Donc ça fait vraiment beaucoup de sens de les accompagner dans cette transition vers l'économie circulaire au final. Tout à fait. Transition vers l'économie circulaire, et aussi, comme je le citais tout à l'heure, une réflexion globale par rapport à la communication qu'on propose. Oui. En disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut apporter et de nouveau, politique des petits pas, parce que voilà, la RSE, c'est un coût aussi. On ne va pas changer les boîtes en plastique directement, donc les contenants, ils sont là, et donc il faut avoir une réflexion sur du long terme, notamment par rapport au packaging, où là, c'est plutôt au niveau du packaging, on a pas mal de demandes pour l'instant sur ce département-là, parce qu'en fait, la grande tendance pour l'instant, c'est de dire je diminue le carton d'emballage. Ouais. Et après, il faut trouver des solutions qui tiennent la route. Donc là, via la structure dans laquelle on est rentré, qui s'appelle Circulab, on a accès à toute une série d'experts qui peuvent nous accompagner en amont pour qu'on puisse proposer des solutions à nos clients qui tiennent la route à ce niveau-là et qui permettent de réduire effectivement le carton sans partir vers un emballage qui ne tient plus la route, quoi. Ouais, okay. Du coup, ici tu mentionnes tout ce qui est question du packaging. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour communiquer efficacement sur les engagements que prend une marque, pour ne pas tomber dans le purpose washing et s'assurer que ce soit bien interprété, tout en montrant que la marque
prend des actions, parce qu'on mentionne le changement d'un packaging, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc peut-être que l'audience d'une marque peut faire preuve d'impatience et se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que tu fais pour communiquer efficacement sur cette transition qu'une marque prend? Alors moi, je pense que la première chose dans la réflexion d'une marque, c'est d'abord, il faut de l'authenticité. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Hein. Donc le greenwashing, c'est souvent sur des trucs où on se dit, bon allez, c'est pas parce que tu peins tout d'un coup ta machine en verre que tu es green. Il faut un peu arrêter ce genre de concept. Et donc, la première chose, c'est de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Quelle est ma stratégie globale? Stratégie de la marque. Et faire une analyse des parties prenantes en se disant, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses? Et surtout, partir d'un point zéro en disant, j'en suis là aujourd'hui, cher client, voilà le chemin que je vais prendre. Et on voit quand même de plus en plus dans l'industrie, pas mal de structures qui commencent à communiquer sur cette partie-là en disant, on en est là, on veut aller là. Je prends un exemple, prenons Oping, par exemple. Ben voilà, ils ont été les premiers à inventer un lit cradle to cradle, hein, qu'on peut de nouveau démonter, etc. Et puis ils sont partis, ils ont eu une réflexion sur un matelas entièrement recyclable. Bon voilà, c'est des éléments, mais ils ont commencé petits, avec des petites choses à faire. Et puis ils ont modifié leur point de vente. Donc tout ça vient au fur et à mesure. Et l'important, c'est de communiquer en fait au marché, de dire j'en suis là, voilà ce que je vais mettre en place cette année. D'où ces communications qu'on entend aujourd'hui, 2030, on sera là, etc. 2025, on sera là. Après, une fois qu'on communique, il faut être cohérent. Il faut tenir la route derrière. Parce que, et c'est là que la partie greenwashing peut intervenir, c'est que si on n'est pas cohérent et que tout d'un coup on dit qu'on fait mais qu'on ne fait pas, c'est risqué. Ça, c'est la première des choses. Et puis deuxièmement, il faut bien réfléchir à ce qu'on communique, quoi. Parce que communiquer qu'on est une compagnie d'aviation green, comme je l'ai vu l'autre jour, intéressant. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a 5% d'essence produit d'environnement vert. Mais les 95 autres, c'est pas le cas, quoi. Et puis c'est quand même un avion. Donc il y a quand même des choses où il faut pouvoir être cohérent. Et le zéro carbone, ça n'existe pas. Et donc il faut aussi avoir une réflexion là derrière et se dire, ok, qu'est-ce que je vais communiquer, comment? Et surtout, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça répond à ma stratégie? Et est-ce que j'ai bien intégré toutes les parties prenantes? Moi, je pense que tu mentionnes communiquer à l'avance. Je donne le point de vue que j'en ai quand je vois une marque qui dit voilà, en 2030, 2035, on sera zéro. Je me dis ouais, ok, c'est du blabla et il va rien. Ils disent ça pour nous rassurer entre guillemets. Mais je serais beaucoup plus sensible à une marque qui communique plus au day-to-day, qui dit voilà, on fait ça au quotidien et on essaie de faire notre mieux. Mais je trouve que c'est dangereux, comme tu mentionnes, de faire des promesses énormes sur 10 ans, quoi. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, moi, je crois que je suis plus sur l'authenticité et dire où en est-on aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et voilà, on avance de manière humble. Il faut communiquer de manière humble quand on est sur de la RSE, quoi. Et je pense qu'aussi le fait d'être hyper terre-à-terre, ça aide aussi. Il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est Asphalt. C'est une marque de vêtements. Et en gros, ils produisent la quantité de vêtements que leurs clients commandent à l'avance. Donc en fait, ils font des drops. Donc ils disent voilà, on va produire telle pièce. Vous avez 2 semaines pour la commander. Et puis au moment où on clôture les commandes, on produit uniquement la quantité. Et dans tout le processus de commande, donc c'est un e-commerce, ils disent exactement ton pull, il va avoir ce poids économique là, ce poids environnemental là. Et c'est hyper terre à terre. Et en tant que client, moi je me suis vraiment posé la question de me dire ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine de commander un pull qui va avoir le même poids économique que 250 kg de pommes, par exemple. Et ça, je trouve que c'est vraiment efficace comme manière de communiquer parce que c'est carré, c'est terre à terre, et surtout, il le communique de manière à ce qu'on puisse le comprendre. On arrive à se représenter 250 kg de pommes, plus ou moins, et c'est beaucoup plus concret, je trouve, c'est beaucoup plus facile à saisir ce que ça représente. Mais je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, il faut aussi éduquer le marché. Parce qu'on parle de tonnes de CO2, ça ne dit rien à personne. Oui, c'est ça. Oui, ok, vous avez diminué d'autant, mais ça veut dire quoi? Et pour rejoindre ce que tu dis, moi j'aime beaucoup une autre marque qui s'appelle Opal, qui est en France. Et en fait, je ne sais pas si tu connais, ils ont une marque de vêtements aussi. Ils sont situés à Biarritz. Et en fait, ils ont tracé un cercle autour de Biarritz. 1000 mètres carrés. Et 1000 km, pardon. Et sur ces 1000 km, c'est là où ils vont chercher toutes leurs matières premières. Ils ne vont pas plus loin. Donc, ils travaillent vraiment au niveau local, entre guillemets. Pareil,
production à la demande, en tout cas mise en avant très forte, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce produit ou pas, un peu comme Patagonia le fait. Et alors, il y a, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour le Black Friday, ils ont sorti en fait, pour le Black Friday, ils ont augmenté leur prix de 300% et puis réduit au prix normal. En indiquant promotion Black Friday. Quoi. Oui, et donc, ils ont eu beaucoup de buzz, même leurs clients qui nous disent « Ah non, vous n'allez quand même pas faire le Black Friday, etc. » Et en fait, derrière, ils ont expliqué « Ben non, on n'a pas du tout l'intention de faire le Black Friday, on veut juste montrer que c'est pas parce que c'est vendredi que c'est moins cher. » quoi. Et je trouve ça intéressant parce que c'est prendre le bien inverse quoi, de ce à quoi on attend et ce à quoi on s'attend. Et je trouvais ça vraiment très fort. C'est hyper fort. Et il y a une question que je voulais te poser, genre quand on communique là-dessus, il est possible que ce soit mal interprété. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à un de vos clients, mais comment est-ce qu'on fait pour réagir? Comment est-ce qu'on corrige le tir? On communique sur notre RSE. D'une manière ou d'une autre, le public l'interprète mal. Comment est-ce qu'on se rattrape? Par de l'humilité, de l'authenticité, en disant ben, on s'est trompé. Ça peut arriver. Moi, je pense que c'est le mieux, c'est de pouvoir montrer que ben, voilà, on peut tous faire des erreurs. Quoi. Et je crois que le reconnaître est déjà un premier pas. Je citerai pour ça peut-être aussi Starbucks, il y a quelques années. Donc, 2 Noirs arrêtés dans un Starbucks. Ils ont tout arrêté au niveau national pour avoir des discussions avec leurs clients, avec leurs employés, etc. Et ça, c'est très fort. C'est revenir sur l'humain. Parce que finalement, on est des humains. Quoi. On traite entre nous, mais on est d'abord des humains. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc faire preuve d'humilité, authenticité, hyper clair. Après, ça ne suffit pas toujours. Mais derrière, c'est revenir aussi sur... quel est mon produit, quelle est ma stratégie et comment est-ce que je peux réagir par rapport à ça. Quoi. On arrive tout doucement au bout. Il y a une question que je vais te demander, mais là qui pose plus une question par rapport en interne. Donc là, on a beaucoup parlé de la RSE. Se positionner, une marque qui s'engage, qui prend ses responsabilités. Mais en interne, comment ça se passe par rapport aux employés? Je pose la question parce que j'animais un webinaire la semaine dernière sur la question de la RSE également. Et il y a un autre intervenant qui disait ce qui se passe dans certaines entreprises, c'est qu'il y a un décalage entre les 2 générations. Donc les générations 20-35 va tout à fait comprendre pourquoi la marque prend ses responsabilités et pourquoi elle commence à communiquer là-dessus et pourquoi elle commence à se positionner. Et derrière, il y a des générations un peu plus âgées qui ne comprennent pas forcément pourquoi cette marque fait cette évolution-là. Et ça peut créer des tensions en interne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, si vous l'avez déjà vu chez un de vos clients. Je ne sais pas quelle est ta position par rapport à ça. Alors ma position, c'est que sur la RSE, il faut notamment d'abord beaucoup communiquer en interne, mais aussi faire participer les parties prenantes. Et une des parties prenantes, c'est les collaborateurs. Et là, il faut partir sur toutes les générations. Et en fait, on se rend compte que toutes les générations sont intéressées par le sujet. Aujourd'hui, à titre privé, on est quand même... Alors, je ne dis pas que tout le monde a un compost, mais c'est quand même un élément qui vient de plus en plus en avant. Tout le monde fait un peu attention, etc., à son niveau. Et donc, les générations plus âgées, on va dire, sont aussi intéressées à voir ce qui se passe. Et donc, là, c'est juste une question de travailler en workshop avec les collaborateurs et leur faire développer des projets auxquels ils peuvent s'identifier, quel que soit le niveau. Ok, très clair. Oui, il faut adapter le discours à chacun, en fait. Il faut adapter le discours à chacun. Je trouve qu'on a fait un bon tour. On a expliqué ce que c'était que la RSE, on a expliqué que c'était la technique des petits pas, s'engager petit à petit, comment communiquer dessus. Là, on vient de parler de l'interne. Avant qu'on clôture, est-ce que tu voulais parler d'un autre point qu'on n'a pas forcément abordé? Est-ce qu'il y a un élément par rapport à la RSE que tu voulais mettre en avant? Je réfléchis. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup. Je crois vraiment qu'on arrivera à... on en revient à tes kilos de pommes, là, qu'on arrivera à faire évoluer le marché et les mentalités en éduquant aussi ce marché et en apportant des petites choses. Et là, je pense que c'est la responsabilité des marques aussi et des annonceurs en général de prendre aussi cette partie en main. Et je crois que c'est ce qu'il leur est demandé aussi aujourd'hui. Mais pas uniquement de communiquer sur ce qu'ils font, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quoi. Il faut que ça se soit pris en charge pour que les gens comprennent. Donc il y a du contenu qui doit être créé? Oui, je pense qu'il y a du contenu qui doit être créé à ce niveau-là. Ça représente quoi en fait? Quand je diminue, quand je roule à 100 km/h au lieu de rouler à 120 km/h,
ok, je réduis mon impact CO2, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ouais. Quelle est la différence exactement? Oui. Ouais. Ok. Vous proposez cet accompagnement-là en termes de création de contenu pour vos marques chez Altavia Act? Est-ce que ça fait partie de... On commence à avoir des demandes à ce niveau-là, oui. Okay. Notamment un gros opérateur télécom qui est venu nous trouver avec cette problématique-là. Trop bien. Où est-ce qu'on peut se renseigner sur Altavia Act? Je pense que vous recrutez en ce moment. Oui. Où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui nous ont écoutés, regardés jusqu'ici? Je crois que le plus simple, c'est de les renvoyer sur info@altavia-act.com pour qu'on puisse... Donc là, ils peuvent envoyer toutes leurs questions. Oui, ils peuvent envoyer toutes leurs questions. Ok, trop bien. Écoute, merci beaucoup Anne-Catherine. Avec grand plaisir.